Si tu te sens tout le temps ballonné, le ventre tendu avec de l'air dans l'abdomen, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va parler du SIBO. SIBO, cela veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Super accent. C'est-à-dire en français une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. L'intestin grêle, normalement, c'est la partie de notre intestin qui est située juste après l'estomac. Il est normalement destiné à absorber les nutriments de notre alimentation. Lorsqu'on a un SIBO, il y a une colonisation par des bactéries qui ne devraient pas se trouver ici. Ce qui fait qu'elles vont faire fermenter notre bol alimentaire à cet endroit-là. La logique intestinale, c'est que ces bactéries-là sont normalement présentes au niveau du côlon. Au niveau du côlon, il est normal de fermenter. Nous allons voir après par quel miracle ces bactéries peuvent coloniser cet environnement-là. Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types de SIBO. Le SIBO à hydrogène, H2, qui est le plus répandu. Le SIBO à hydrogène sulfureux, H2S, qui est plus difficile à diagnostiquer. Et enfin, le SIBO à méthane, qui s'appelle aujourd'hui IMO, Intestinal Methanogene Overgrowth. Les gaz émis dans ces 3 types de SIBO sont différents, donc les réponses à apporter vont être différentes. Pour être plus précis, ce sont bien les bactéries que nous abritons dans notre intestin grêle qui vont, en fermentant nos aliments, produire ces gaz. Donc à chaque type de bactérie, un type de gaz précis. Le SIBO est reconnu en tant que pathologie depuis peu par l'OMS. Mais ce n'est pas réellement une maladie. Le SIBO, c'est le symptôme d'autre chose. On va voir plus en détail de quoi. Les symptômes pour ces 3 formes vont être légèrement différents. Mais ce que l'on retrouve le plus souvent, ce sont les ballonnements, le ventre distendu, douloureux, des gaz, des éructations, des raux tout le temps, le ventre gonflé comme si on était enceinte. Et ce retour-là est même fait par des hommes. Et dans les symptômes digestifs, il y a aussi potentiellement des reflux gastro-œsophagiens ou la nausée. Tous ces symptômes-là digestifs arrivent rapidement après le repas. Ça, c'est vraiment spécifique du SIBO. Certains symptômes extra-digestifs peuvent aussi apparaître, comme le brouillard mental qui est très présent, la fatigue et particulièrement la fatigue postprandiale, c'est-à-dire après avoir mangé, mais aussi les problèmes de peau, l'acné, des rougeurs, des démangeaisons. Dans les problèmes de peau, il y en a un qui est très spécifique du SIBO, c'est la rosacée. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien très fort entre la présence d'un SIBO et le développement de la fibromyalgie. C'est une étude de 2004 qui l'a mis en lumière. Un peu plus tard, la recherche a aussi mis en exergue que le syndrome de l'intestin irritable était causé dans 50% des cas par un SIBO. Bien entendu, pour finir sur les symptômes, il y a aussi les troubles du transit. Et là, ça va être plus spécifique par type de SIBO. Si l'on souffre d'un IMO, les SIBO à méthane, on va avoir une forte tendance à la constipation. Si on souffre d'un SIBO à hydrogène, là au contraire ce sera plutôt des diarrhées, voire des diarrhées impérieuses. Enfin, s'il s'agit de celui à l'hydrogène sulfureux, là le transit va plutôt tendre vers une alternance diarrhée-constipation. Petite particularité du SIBO à hydrogène sulfureux, les gaz vont être très odorants. Ce qui sort du corps va avoir le plus souvent une odeur d'œuf pourri, voire de plastique brûlé. Ce sont vraiment des odeurs très fortes parce qu'il s'agit de soufre. Mais pourquoi est-ce qu'un jour on se retrouve avec cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle? La cause numéro 1, c'est l'altération du complexe moteur migrant, le CMM. Il faut le voir comme notre chasse d'eau à nous. Il se déclenche entre les repas et emmène avec lui tous les déchets, les résidus alimentaires ou les bactéries qui auraient pu rester dans notre tube digestif. Donc quand il n'y a pas cette grande vague de nettoyage, c'est un terrain idéal pour la prolifération bactérienne. Ce CMM, cette chasse d'eau, va pouvoir être altérée, ralentie par plusieurs choses. La première d'entre elles et la plus documentée dans le SIBO, c'est l'intoxication alimentaire ou alors les gastro-entérites. Les touristas que l'on va attraper à l'étranger, par exemple, en font partie.
D'ailleurs, on connaît tous des personnes qui ont eu des troubles digestifs qui se sont développés après un voyage à l'étranger. C'est peut-être votre cas à vous aussi. Ça peut se manifester quelques semaines après votre retour, voire quelques mois après. Pourquoi est-ce que cela peut être aussi longtemps après? Parce qu'en fait, quand votre corps est intoxiqué par ce pathogène qu'il y avait dans un des aliments, il va mettre son système de défense en place, notamment les anticorps, qui attaquent pour détruire. Le truc dans ce cas-là, c'est que les toxines relarguées par les pathogènes, que l'on appelle CDTB, ressemblent à s'y méprendre à une de nos protéines, la vinculine. Donc, notre système immunitaire va finir par être déstabilisé et ne plus reconnaître ce qui fait partie des nuisibles, donc des pathogènes, et ce qui nous appartient à nous. Là, l'organisme met en place un processus d'auto-immunité et donc c'est nous-mêmes qui commençons à grignoter cette fameuse protéine, la vinculine. Et ça, c'est bien dommage parce que cette vinculine est essentielle au complexe moteur migrant à notre chasse d'eau. Sans elle, point de chasse efficace. Les recherches ont démontré que le SIBO se déclare dans 35% des cas après une infection type tourista ou une gastro-entérite. C'est la première cause de déclenchement de SIBO. D'autres facteurs peuvent ralentir ce CMM, le rendre moins efficace, et notamment l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde qui est ralentie. Que ce soit une hypothyroïdie diagnostiquée, traitée ou non, ou juste une thyroïde flemmarde qui a du mal à assurer ses fonctions. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et ce ralentissement thyroïdien va aussi ralentir notre péristaltisme, c'est-à-dire les contractions musculaires de notre intestin qui font avancer le bol alimentaire jusqu'au bout. Donc si ça n'est pas efficace, on va avoir une tendance à la constipation, évidemment parce que ça n'avance pas assez vite. Qui dit constipation dit fermentation, dit terrain favorable aux pullulations bactériennes. Les intoxications aux moisissures aussi influencent très mal le CMM et enfin certains virus, notamment le virus de l'herpès, Epstein-Barr et la maladie de Lyme. Le deuxième facteur déclenchant des SIBO, ce sont les insuffisances digestives. En premier lieu, l'insuffisance de production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Si notre estomac n'est pas assez acide, la digestion est incomplète. Donc, lorsque le bol alimentaire va arriver juste après l'estomac dans l'intestin grêle, le fait qu'il ne soit pas assez acide, donc assez désinfectant, on pourrait le dire comme ça va permettre aux bactéries de pulluler. Ensuite, dans l'insuffisance digestive, et là on parle vraiment de la digestion haute. Le deuxième mécanisme qui peut être défaillant, c'est la production d'enzymes par le pancréas. Ces enzymes servent à découper nos aliments en plus petits morceaux afin que notre corps puisse les assimiler en partie et les éliminer d'une autre. Enfin, l'insuffisance de production de bile par le foie est aussi impliquée dans cette digestion haute. Si notre bile n'est pas assez présente ou si sa qualité est médiocre, on va avoir beaucoup de mal à digérer le gras par exemple, mais surtout le nettoyage de notre système digestif haut ne va pas bien se faire. Généralement, ces insuffisances digestives vont être provoquées par, je vous le donne en mille, l'hypothyroïdie. L'âge aussi influence ces mécanismes et certains médicaments avec en tête de liste les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons que l'on prescrit à foison pour faire baisser l'acidité gastrique des patients. Le lien entre la prise d'IPP et la déclaration d'un SIBO est clairement établi et bien documenté par plusieurs études. Le stress chronique a aussi un rôle extrêmement important dans ce système digestif. Pour deux raisons. Déjà parce que lorsqu'on est stressé chronique, nos glandes surrénales vont produire plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce cortisol inonde notre organisme et altère les processus de digestion. Et aussi, le stress chronique épuise notre nerf vague. Le nerf vague relie notre cerveau à tout notre système digestif de haut en bas. C'est lui, le nerf vague, la principale autoroute de communication intestin-cerveau. Et lorsqu'il est fatigué parce qu'il a été surstimulé,
il n'arrive plus à accomplir ses différentes missions, c'est-à-dire stimuler l'activité enzymatique, stimuler la motilité intestinale, donc l'avancement du bol alimentaire. Notre nerf vague a aussi une influence sur le bon fonctionnement de notre thyroïde. Son manque de tonus va inhiber la conversion des hormones thyroïdiennes de T4 en T3 et les rendre en plus moins efficaces au niveau cellulaire. Comment être sûr que l'on a un SIBO ? Le test le plus fiable, cela reste le test à l'air expiré, le breath test en anglais. Il ne se pratique que dans les CHU en France. Ça dure environ 3 heures. On va vous faire ingérer au début une préparation qui contient soit du glucose, soit du lactulose en fonction de ce que l'on veut voir apparaître. Ça, c'est bien sûr votre médecin qui va le décider. Et pendant ces 3 heures, toutes les 20 minutes, on souffle dans un petit ballon, d'où le gaz est récupéré et analysé, ce qui va à la fin faire une courbe de production de gaz. Ce test est très fiable, c'est dommage qu'il ne soit pas plus prescrit parce qu'en plus, il ne coûte vraiment pas cher à notre sécurité sociale. Après, si c'est compliqué de réaliser ce test à l'air expiré, vous pouvez aussi faire analyser votre microbiote. Donc ça s'est développé depuis quelques années. C'est donc une analyse de sel, vous envoyez un échantillon et les labos vont cartographier toutes les bactéries et les familles de bactéries, de levures ou de pathogènes qui habitent dans votre microbiote. Même si c'est moins précis dans ce cas et moins fiable, cela peut être intéressant parce que l'on peut retrouver les fameuses bactéries qui ont colonisé votre intestin grêle dans le côlon et donc dans les selles. Par exemple, pour les IMO, les SIBO à méthane, on peut retrouver des archées qui sont finalement un peu des ancêtres des bactéries et qui sont responsables de la production de méthane. On va les retrouver, elles aussi, dans les échantillons coliques. Enfin, depuis 2023, il existe un test spécifique qui s'appelle IBS-Check, qui a été développé aux États-Unis, qui n'est à ma connaissance pas encore disponible officiellement en France. Lui, il va aller chercher en sanguin si vous avez des anticorps dirigés contre la vinculine, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, il va mettre en lumière si votre SIBO est dû à une intoxication alimentaire ou à un virus de gastro-entérite. Et ça, c'est assez intéressant parce que lorsque l'on connaît la cause, on peut adapter la stratégie. En plus, c'est aussi rassurant pour soi-même parce que souvent quand on est dans ce cas-là, quand on s'est mis à avoir des troubles digestifs plus ou moins d'un coup après un voyage, on s'inquiète beaucoup sur la suite des événements et sur l'avenir. Je ne sais plus quoi manger au quotidien, je me prive de plus en plus d'aliments pour essayer d'aller bien. Au moins avec ce test, on a la certitude ou non que c'est lié à ça. Pour le réaliser en France, vous pouvez le commander sur internet ou peut-être le faire directement arriver par votre médecin. Ce qui est sûr, c'est que votre généraliste ou votre gastro-entérologue doit être lié à la demande pour pouvoir interpréter les résultats. Une fois que l'on est sûr d'avoir un SIBO, on peut envisager différents traitements ou différentes stratégies. On passe rapidement sur le traitement médicamenteux classique qui peut être conseillé, prescrit par votre médecin, qui va consister à un régime sans FODMAP. Donc le régime sans FODMAP, c'est un régime qui exclut la plupart des sucres fermentés cibles de notre alimentation, qu'on va trouver principalement dans les fruits, légumes et légumineuses. Certes, c'est un régime qui marche. Les études montrent qu'il est efficace sur ce type de troubles digestifs dans 75% des cas. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pérenne. Continuer un régime FODMAP au-delà de 1 mois et demi, 2 mois, cela met en danger votre microbiote parce qu'il s'appauvrit, il s'affaiblit, il n'a plus les fibres nécessaires à son bon fonctionnement. Donc en fait là c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que votre microbiote s'affaiblit, donc il arrive encore moins à digérer, donc vous vous passez encore plus d'aliments et vous ne trouvez pas de solution. Ce régime FODMAP est classiquement accompagné d'antibiotiques spécifiques. Je ne pense pas que le régime sans FODMAP soit inutile, mais il est important de se souvenir qu'il doit être très temporaire et qu'il faut en sortir assez rapidement. Et ça, c'est pas toujours simple à faire parce qu'au final, quand on est en train de le faire, on s'y sent plutôt bien parce qu'on n'a plus de troubles digestifs. Le problème de cette stratégie allopathique classique, c'est qu'elle ne traite pas la cause du SIBO. Donc, dans la plupart des cas, il va y avoir une récidive de SIBO. En santé fonctionnelle, la stratégie va être différente. Déjà, on va chercher à savoir quel est le type de SIBO auquel on a affaire,
puisque dans ce cas, ce que l'on va proposer va être différent. Par exemple, de celui à hydrogène sulfureux, on va conseiller aux patients d'éviter tous les aliments qui contiennent du soufre. Alors que dans un IMO ou dans un SIBO à hydrogène, le régime sans FODMAP peut être intéressant pendant un moment, mais même au-delà de ça, enlever la plupart des amidons. Parce que la plupart du temps, il y a une maldigestion des amidons. Parmi les stratégies efficaces sur les 3 types, il y a éviter de manger trop souvent. Idéalement, il faut 4 heures entre chaque repas pour que cette fameuse chasse d'eau, le CMM, puisse entrer en action. Si on grignote même un tout petit peu, ça flingue le mécanisme. Le jeûne nocturne, lui, devrait se situer aux alentours de 12 heures. Donc 12 heures sans rien manger entre le repas du soir et le repas du matin. Certaines plantes sont très efficaces sur les SIBO. Pour l'hydrogène sulfureux, la berbérine est la plus recommandée, et particulièrement la berbérine en complexe. Cette molécule se trouve naturellement dans plusieurs plantes. Donc la berbérine en complexe, c'est prendre une berbérine qui vient de telle plante ou de telle autre, et de les prendre soit par intermittence, soit dans des produits qui les rassemblent toutes. Accompagné de Nîmes et ou d'huile essentielle d'origan. Attention pour cette dernière, parce qu'elle est hépatotoxique à long terme. Donc lorsqu'on se lance là-dedans, il ne faut jamais dépasser 1 mois de prise d'huile essentielle d'origan. Et bien sûr, il ne faut pas la prendre directement en goutte d'huile essentielle parce qu'elle est caustique, elle va vous brûler la langue et la gorge. Elle existe en complément en pharmacie sous forme de gélules qui contiennent l'huile essentielle. Pour les IMO à méthane, la laïcine, c'est-à-dire la molécule active qui se trouve dans l'ail, est indispensable. Sans cette molécule, ça va être très difficile, surtout que dans ces types de SIBO-là, ce sont les archées dont on parlait tout à l'heure qui sont responsables de la fermentation et elles sont particulièrement difficiles à déloger. Laïcine en complément est très rare. Il n'y a à ma connaissance que 2 laboratoires qui la produisent. L'un est un complément à l'IMED spécifiquement développé pour les thérapeutes et pour les médecins, donc le grand public n'y a pas accès. Et il y a un autre labo qui propose Alimax que l'on peut se procurer sur certains sites internet. Certains se disent peut-être, mais alors si je mange de l'ail, ben ça va le faire. Eh bien en fait non, parce que l'ail est un FODMAP qui fermente très facilement dans les organismes. Donc finalement, pour tirer assez d'aïcine, il faudrait manger énormément d'ail, ce qui va provoquer beaucoup de symptômes. L'aïcine doit être accompagnée dans ce cas de Nîmes et d'origan, d'huile essentielle d'origan par intermittence. Enfin, dans la forme à hydrogène, l'aïcine va être déconseillée puisqu'elle est soufrée. Dans ce cas, on va privilégier l'huile essentielle d'origan, pareil, accompagnée de bismuth. Et ça, c'est très spécifique du SIBO à hydrogène. Toutes les plantes que l'on vient d'évoquer font partie d'une stratégie antibactérienne qui vise à réduire le nombre de bactéries qui se trouvent dans l'intestin grêle. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose que l'on peut faire sur un très long terme. Je vous conseille de faire ça sur 1 mois, mais ce ne sera probablement pas suffisant. Il va falloir y revenir. L'idéal selon moi, c'est 1 mois d'une stratégie antibactérienne, puis 1 mois de soutien de la fonction digestive par la prise notamment de prokinétiques. Eux, ils augmentent la motilité intestinale. Il existe des médicaments prokinétiques, mais moi je vais plutôt vous conseiller une approche naturelle, évidemment. Le gingembre est un excellent prokinétique. C'est le cas aussi du 5-HTP, qui est un précurseur de la sérotonine, du safran et de beaucoup de plantes amères comme l'artichaut ou la gentiane. Attention, puisque l'artichaut est lui aussi un FODMAP, donc il faut consommer ces plantes sous forme notamment de teinture mère. Ces prokinétiques doivent idéalement être accompagnés d'enzymes digestives. Elles ont 2 fonctions. Déjà, elles vont vous aider sur la digestion haute à dégrader correctement les aliments. Et en plus, elles vont arriver à grignoter le biofilm. Le biofilm, c'est une espèce de couverture sous laquelle peuvent se cacher les bactéries. J'en parle plus en détail dans une vidéo que j'ai faite sur la candidose chronique. Je vous mets le lien juste ici. Bien entendu, ce type de protocole doit toujours s'accompagner d'une réparation intestinale. Parce que si votre intestin est sensible, poreux, hyper perméable, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez une réaction de die-off. On l'appelle aussi la réaction de Herxheimer. Tout simplement, c'est lorsque l'on commence une phase antibactérienne, beaucoup de pathogènes et de bactéries meurent. Et lorsque l'on a un intestin
perméable, c'est-à-dire avec des petits trous. Ces déchets de bactéries vont passer à travers, se retrouver dans notre système sanguin et créer de l'inflammation et des symptômes. Donc mettez le paquet sur ce que votre intestin adore, c'est-à-dire la glutamine notamment, ou tous les compléments qui commencent par perméa quelque chose. Si vous ne savez pas lesquels choisir, je vous mets quelques liens dans la description. Les cellules intestinales ont aussi énormément besoin de vitamine D. Il est très fréquent que le SIBO soit accompagné d'autres pathologies. La candidose notamment est très souvent présente, mais aussi l'intolérance à l'histamine. Si c'est le cas pour vous, il faudra aussi les prendre en charge. Ce qu'il faut retenir pour le SIBO, les SIBO, c'est qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas parce que ça fait 20, 30 ou 40 ans que l'on souffre de ces problèmes digestifs qu'on est obligé de les garder encore tout le reste de notre vie. Il y a des stratégies qui sont efficaces, certes qui prennent du temps, mais qui peuvent vraiment vous soulager. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tout était clair. N'hésitez pas à me faire part de vos questions dans les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour me soutenir et de vous abonner si les sujets psychonutrition vous intéressent. Et moi je vous dis à très vite.